Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle version de Prism 10. Cette version contient à peu près 200 à 250 nouveautés. L'idée n'est pas de les présenter une par une, ce qui serait une vidéo trop longue. Je vais me concentrer sur les principales nouveautés de cette version. Il va y avoir d'autres vidéos plus thématiques sur certains points, comme par exemple l'acquisition, le pré-traitement des images, qui sont vraiment des vidéos spécialisées et qui seront thématiques. Alors, parmi la plus grande nouveauté de Prism 10, c'est la réorganisation des menus. Celle-ci a été revue complètement pour permettre un usage plus facile et plus intuitif du logiciel. Ce qui s'est passé, c'est que au cours des années, le logiciel s'est enrichi de beaucoup de fonctions qui se sont accumulées les unes sur les autres et qui ont fait que les menus sont devenus pas très visibles, et nous avons voulu rendre ces menus bien plus visibles. Alors la version que je montre ici, et qui est d'ailleurs la version de démonstration qui était téléchargeable sur le site, est la version avancée du logiciel. Donc il y a deux versions, une version basique et une version avancée. Donc les menus sont organisés, sont plus courts, organisés pour être plus simples à lire, avec un classement un peu différent par rapport à la version précédente. Par exemple, la carte du ciel a son propre menu. Les transformations géométriques ont été mises dans le menu édition. Je vais maintenant ouvrir une image, et en ouvrant l'image, vous allez voir que certaines fonctions vont être actives et vont passer d'un mode grisé à un mode normal. Donc, j'ouvre une image pour montrer les fonctions actives. Donc, vous voyez que les menus sont beaucoup plus courts que ce qu'ils étaient avant. Et ce qui se passe, c'est qu'un menu outils a été créé pour mettre les fonctions assez avancées et finalement un peu moins utilisées dans le logiciel. Donc, ces fonctions outils sont uniquement accessibles pour la version avancée de Prism. Pour la version basique, ces menus-là ne sont pas actifs. Au niveau de la manipulation des images, une nouveauté est celle-ci qui concerne la visualisation. La visualisation a complètement changé. Le panel qui contrôle le contraste et la luminosité des images est devenu plus conforme à ce qui existe par rapport aux autres logiciels du marché et a été complètement revu. Donc aussi bien pour les images noir et blanc que pour les images couleurs. Donc là, on peut, comme d'habitude, choisir le niveau de contraste. Ici, jouer sur les deux en même temps, choisir la palette. Ici, ce bouton-là contient ce qu'on appelle des seuils, parce qu'effectivement, historiquement, Prism parle avec des seuils, c'est-à-dire qu'ici, nous avons le seuil bas, dans lequel tout ce qui est en dessous de ce seuil bas sera noir, et ici, on a le seuil haut, qui définit que tout ce qui est au-dessus de ce seuil haut sera blanc. Et entre les deux, nous avons une gamme de gris. Alors pour trouver ces seuils, vous avez ici des boutons qui vous permettent de trouver automatiquement les seuils en fonction du type d'image. Voilà. Donc ça, c'est relativement, c'est complètement nouveau, c'est relativement important. Si je charge une image couleur, vous allez voir la même fonctionnalité ici ou là, celle-ci, je vais prendre. Pour une image couleur, si je veux changer la visualisation des images, ici, ça se produit pour chaque couleur ou soit pour tous les canaux. C'est-à-dire qu'on peut changer ici le niveau pour tous les canaux RGB, ou sinon changer la visualisation de l'image, par exemple sur le rouge, sur le vert ou sur le bleu. Dans la version précédente, c'était possible aussi, mais c'était un peu moins intuitif. Donc vous avez en bas l'histogramme d'entrée, c'est-à-dire de la couleur sélectionnée, et en sortie, vous avez en haut l'histogramme global de l'image avec les différentes couleurs et comment elles sont réparties et distribuées. Ce que l'on peut faire, on peut faire comme des images noir et blanc, on peut ici dire, voilà, je veux une visualisation d'images stellaires, et là le logiciel va automatiquement trouver les meilleurs seuils, la meilleure visualisation pour une image stellaire. Voilà.
Une autre fonctionnalité importante qui a été vraiment revue, c'est toutes les configurations. Donc on retrouve les outils observatoires sous ce menu, avec effectivement la connexion aux 3 caméras qui sont possibles. Alors la version basique ne comprend pas la 3e caméra, seule la version avancée permet de contrôler 3 caméras. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui est configuration a été regroupé ici entre une configuration générale de Prism et une configuration du matériel. Si vous cliquez sur configuration du matériel, vous allez voir ici un panel qui comporte à la fois la configuration du télescope et à la fois la configuration des caméras. La configuration des télescopes à peu près identique à celle qui était sous Prism 9, à savoir la différence est que nous avons une roue à filtre supplémentaire qui a été implémentée, donc la numéro 2, et nous avons dans la station météo la possibilité d'avoir une station météo ASCOM. La norme ASCOM 6.2 a défini la possibilité d'avoir une station météo ASCOM. Pareil pour les moniteurs de nuages aussi, nous avons maintenant implémenté aussi l'interface ASCOM de ce type de périphérique. Enfin, pareil dans les interrupteurs d'observatoire. Donc les interrupteurs d'observatoire, c'est ce qui sert à allumer et éteindre les différents périphériques de votre observatoire. Nous avons effectivement toujours les interrupteurs natifs tels qu'ils ont été implémentés dans Prism, et puis vous avez les interrupteurs ASCOM de la norme ASCOM qui sont une forme nouvelle de gérer des interrupteurs. Enfin, si je reviens aux caméras, donc la caméra, vous avez la configuration des 3 caméras ici, et là vous avez la possibilité maintenant de gérer un APN, par exemple, comme une caméra CCD, et d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités qu'une caméra CCD, à savoir l'utiliser dans des observations automatiques ou dans des fonctions très très avancées de Prism. Donc ici, par exemple, nous avons connecté un 40D. Nous allons nous en servir pour faire quelques démonstrations. Bon, nous allons nous intéresser à la configuration du 40D. Donc le 40D est connecté au PC. Il a été vu et détecté par Prism, puisqu'il est visible ici en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un APN, il faut le faire fonctionner avec un adaptateur qui se connecte sur le secteur. Il faut éviter l'utilisation des batteries qui pourront avoir le problème de couper une pause en plein milieu d'une acquisition. Ensuite, les modes M et B sont supportés, et le mode M permet d'avoir accès à tous les temps de pause, et aussi d'avoir l'APN réglé en mode RAW. Alors, comme d'habitude, une fois que le système est défini, on clique ici sur l'icône de la caméra. Alors, je n'ai pas de connecteur sur le secteur, donc j'ai un message. Et là, je retrouve le panel d'acquisition qui est vraiment celui comme celui d'une caméra CCD. Donc, par exemple, je peux réaliser une pause de à peu près 1 seconde. Alors, évidemment, vous n'allez pas retrouver l'onglet pour exécuter le refroidissement, hein, évidemment. Mais là, par exemple, je peux faire une pause d'1 seconde et avec un binning de 2, qui est tout à fait possible. Alors, il faut savoir faire attention avec le binning et les APN. Si vous faites du binning de 2, la matrice couleur de Bayer va être détruite. Donc, en fait, le binning ne sert que pour du pré-visualisation. Donc, un temps de pause est fait. L'image, bon, ici, l'objectif est fermé, donc nous avons l'équivalent d'un offset. Et là, je vous dis, le Canon 40D et 5D, enfin toute la famille Canon jusqu'au dernier sorti, le 5D, SR2 ou quelque chose comme ça, sont gérables de cette façon-là comme une caméra CCD. Donc ça, c'est une nouveauté dans Prism 10. Alors nous allons nous intéresser à la gestion du quart du ciel. Comme je l'ai dit, nous ferons des vidéos dédiées et thématiques sur chaque sujet. Donc là, c'est juste un aperçu assez rapide du logiciel. Ici, sur la carte du ciel, a été amélioré le rendu graphique de certains objets, comme ici, vous voyez, vous avez le soleil ici qui fait une espèce d'halo jaune autour. Pareil pour la lune. La lune, lorsqu'elle est en pleine lune, vous verrez un halo. L'utilisation de la carte du ciel est
vraiment différente par rapport à la version 9, elle a été simplifiée, revue pour être plus conforme à d'autres logiciels qui existent sur le marché, à savoir que vous allez sur un objet comme celui-ci, vous double-cliquez, et en double-cliquant, on a l'information concernant cet objet. Ensuite, si on veut par exemple déplacer la carte du ciel, ce qu'on peut faire, c'est avoir la souris appuyée, définir une sorte de vecteur qui va dire que cet objet-là, je le veux là. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le pan and tilt. Donc vous pouvez déplacer la carte du ciel de cette façon-là, qui est une façon plus conforme par rapport à d'autres logiciels. Ensuite, le centrage, si vous cliquez gauche sur la souris, donc le clic gauche de la souris amène beaucoup de fonctions sur la carte du ciel, vous pouvez centrer à l'endroit où la souris se trouve. C'est-à-dire que par exemple, si ma souris se trouve sur cet objet qui est NGC 1501, je clique gauche, je fais centrer, la carte du ciel va être centrée sur cet objet. Ensuite, avec la boule de la souris, je peux évidemment zoomer, et avoir les étoiles par exemple du GSC qui s'affichent. Alors, les étoiles du GSC sont maintenant incorporées dans l'installation de Prism, et la configuration de ce catalogue est automatique. Alors ce que vous pouvez voir aussi, j'en profite pour signaler quelque chose de relativement important. Vous avez une espèce de signe en bas à gauche de l'image avec un point d'exclamation sur un fond rouge qui indique simplement que j'ai changé les coordonnées de la carte du ciel, enfin les coordonnées et la date de la carte du ciel, qui fait que si effectivement vous connectez un télescope dessus, cette carte du ciel ne peut pas être utilisée pour piloter un télescope, puisque le lieu ou la date a été changé. Et comme le lieu et la date ne correspondent plus au lieu où vous vous trouvez, il n'est pas très conseillé de piloter un télescope à travers cette carte du ciel. Alors évidemment, si vous créez une nouvelle carte du ciel, ici, je fais une nouvelle carte du ciel ici, avec une nouvelle fenêtre. Cette carte du ciel aura les options par défaut du logiciel. Le point d'exclamation en bas à gauche a disparu et vous permet d'utiliser la carte du ciel avec votre télescope comme d'habitude. Ensuite, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui est intéressante. C'est de récupérer une image d'un objet par le DSS, Digital Sky Survey, et d'intégrer cette image directement sur la carte du ciel. Donc vous prenez un objet ici, comme NGC 2242, je clique gauche, et ici je fais télécharger image DSS de cette position. Donc ça existait déjà dans la version précédente, mais la nouveauté par rapport à la version précédente est que cette image va être intégrée dans la carte du ciel après une astrométrie. Donc le téléchargement a lieu, il se fait sur le site de l'ESO actuellement. Une fois que le téléchargement est terminé, l'image sera intégrée à la carte du ciel. Voilà, ici vous voyez l'intégration à la carte du ciel qui s'est faite. Et si je recule, vous voyez l'image qui a été collée sur la carte du ciel. Donc ça peut être très pratique pour par exemple repérer certains objets. Alors évidemment, si la visualisation convient pas, si on la change ici, par exemple, elle va se répercuter sur la carte du ciel. Voilà. Alors pour venir au bouton de la souris, il y a un autre mode ici qui est comme précédemment, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez pouvoir passer le mode en mode zoom fenêtré et définissable par la souris pour évidemment zoomer à façon exactement comme vous le désirez, par exemple. Alors si je recule et que je change le mode de la souris, je peux changer le mode de la souris en une mesure de distance qui est de ce point-là à ce point-là. Je peux dire que la distance de ces deux points-là est de 19 arcs-minutes. Ensuite, une autre fonction bien pratique. Alors, si je ferme l'image, ici derrière, il dit que l'image est liée à la carte du ciel, que si je détruis cette image, ou si je la ferme, évidemment, elle ne va plus être affichée sur la carte du ciel, ce qui est normal. Donc si je reviens en mode entier, c'est-à-dire en mode zoom, on voit toute la carte du ciel, il y a ici cette icône-là qui permet de passer du mode équatorial au mode azimutal. Bon, ça aussi c'est une nouveauté,
Vous passez d'un mode où la carte est orientée soit nord-sud sur votre écran, ou soit elle est orientée par rapport à l'azimut. Donc là présentement c'est relié à l'azimut, c'est écrit ici. Si vous cliquez sur ce bouton là, vous allez passer votre carte en orientation nord-sud. Donc ça aussi c'est une petite fonctionnalité supplémentaire de Prisme 10 qui vous permet de régler la carte rapidement. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'interface de Prisme 10 a changé sur certains aspects, mais quand même tout ce qui est derrière, tout ce qui est en fond, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à rentrer dans les fonctions et qu'on commence à rentrer dans les panels, cela n'a pas trop changé. L'idée étant de se dire de ne pas trop dérouter les utilisateurs. Si vous prenez par exemple les options à la carte du ciel, vous allez retrouver les options d'affichage d'objets à peu près équivalent à ce qu'il y avait sur les versions précédentes. Donc on va dire que le premier niveau d'interface a été refait et revu, mais le second niveau, le troisième, est relativement identique. Je vais vous présenter maintenant astrometrie.net. Alors astrometrie.net est un service aussi qui passe par Internet et qui consiste à retrouver la position centrale d'une image, même si on n'a absolument aucune information sur cette image, à savoir aucune idée ni sur la longueur focale, la taille des pixels, etc. Donc c'est une fonction relativement intéressante et puissante qui permet par exemple de retrouver la position de votre télescope ou de votre image dans le ciel. Alors ici vous allez par exemple dans analyse, vous faites astrométrie, étalonnage avec astrométrie.net. Donc ce qui va se passer, c'est que l'image est envoyée par internet à un serveur. Pour le moment, le serveur est aux États-Unis, mais il y a un serveur qui va se monter en France sous peu. Donc une fois que l'envoi de l'image est fait, le serveur va résoudre et trouver par une méthode de triangulation ou de triangle qu'il a en mémoire la position de l'image dans le ciel. Alors la résolution peut prendre un peu de temps ou être plus ou moins rapide, mais en tout cas dans quasiment 95% des cas, et quelle que soit la forme des étoiles, vous allez pouvoir résoudre l'image sans aucun problème. Donc l'image cette fois-ci a été on dit résolue, on va dire trouvée, enfin la position, en tout cas la position du centre de l'image est connue de manière précise maintenant, à savoir ces coordonnées-là. Et ces coordonnées-là peuvent servir par exemple pour la recalibration d'un télescope, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez commencer votre observation CCD sur le ciel en visant n'importe quel endroit sur le ciel, mais vraiment n'importe quel, sans savoir où vous êtes. À partir du moment où vos images sont relativement nettes, faut quand même que la mise au point ait été faite un peu correctement. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais une fois que la mise au point est faite de manière correcte, vous envoyez l'image par astrometrie.net et elle sera résolue automatiquement par le système à distance et vous aurez la position centrale de votre image. Donc vous pourrez recalibrer derrière votre télescope. Et si vous êtes avec un télescope à distance et que vous avez perdu la position de l'image ou du télescope, vous allez pouvoir la retrouver très facilement de cette façon-là. Ceci est donc un résumé très rapide des nouvelles fonctions de Prisme. Présenter un peu plus profondément toutes les nouveautés nécessiterait quelques heures de présentation, parce qu'il y a à peu près, comme j'ai dit, 200 nouveautés. Donc ce que je vous engage à faire pour en savoir plus, c'est d'aller télécharger le logiciel sur le site et de faire, vous avez 60 jours d'essai. Ces 60 jours d'essai sont absolument sans contrainte, à savoir vous pouvez sauver les images. Les images n'ont pas de marque à l'intérieur comme c'était dans le passé. Donc vous pouvez comme ça vraiment utiliser le logiciel pendant 60 jours comme si vous aviez une licence, sans restriction. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette version 10 comblera vos attentes et vous permettra d'utiliser votre télescope, votre caméra CCD et votre APN au mieux de leur performance.